Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Christophe Dandois de Léocare. Salut Christophe, comment tu vas ? Ouais, très bien, ça va ? Très bien, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast. Aujourd'hui, on est là, pas par hasard. On est dans les locaux du Mabilet, du Pool. Cette série est en collaboration avec le Pool, qui est la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Rennes-Saint-Malo. Et donc on les remercie de sponsoriser cette série, puisque c'est grâce à eux qu'on se retrouve ici aujourd'hui et qu'on va pouvoir discuter. Et je commence toujours mes épisodes sur le parcours de l'entrepreneur, et de savoir un peu, on remonte un peu plus loin, et d'aller chercher, de me dire dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Alors tu vas pas être déçu parce que moi déjà j'ai toujours été dernier de la classe. Donc ça va pas être facile de convaincre pour être entrepreneur, pour avoir fait les grandes écoles, etc. Moi j'ai toujours été un élève très modeste et plutôt au fond de classe. Je suis un pur produit breton. Collège du Landry, quelques kilomètres d'ici, puis le lycée La Poterie, voilà. Et après avoir été en prépa à Paris, j'ai fait l'ECAM, ici à Bru. Donc c'est là où j'ai su ce que c'était à peu près être un ingénieur, tout en terminant dernier de la promo, encore une fois. Et aussi j'ai fait une formation complémentaire avec l'IGR, l'IAE de Rennes, donc le MAE, hein, celui qui donne une vision 360 de l'entreprise. Donc j'étais pas prédestiné à être entrepreneur parce que c'est pas l'univers dans lequel j'ai grandi, dans lequel est ma famille. Je pense que on en reparlera. C'est certainement des rencontres, c'est des moments d'énergie, c'est parfois des moments de frustration, qui un jour donnent envie de s'ouvrir. Et je sais pas s'il y a un canal pour devenir entrepreneur, mais certainement que c'est une somme de petites et de grandes choses qui nous amènent à nous rencontrer aujourd'hui. Tu me dis que tu as été mauvais élève. Qu'est-ce que tu retiens de tes études ? Indéniablement, même en étant toujours le dernier de la classe, quand même, le fait d'avoir fait 5 ans d'études post-bac et scientifiques, il y a quand même une structuration et une démarche, j'ai envie de dire, cérébrale. Et donc ce que je retiens, ce que je remercie les profs qui m'ont supporté, c'est finalement d'enseigner une méthode. Donc au-delà des formules et de tous ces aspects géométriques et des espaces un peu abstraits, il n'empêche que je pense que ça formate quand même une capacité à adresser un besoin, une nouvelle problématique, et que je retiens, je les remercie de m'avoir enseigné des méthodologies pour appréhender des nouveaux sujets et de faire que face à une problématique qui était inconnue, quelque part tu arrives à structurer, peut-être à avoir les bonnes questions, à comprendre assez vite la chaîne de valeur, à essayer d'identifier un écosystème. Voilà, donc je pense que si on peut conseiller à nos jeunes amis, moi je suis papa de 3 garçons, donc je ne sais pas si je suis un père parfait, en tout cas loin de là, mais en tout cas j'essaie de leur partager que chaque expérience, de toute façon on grandit, chaque personne qu'on rencontre nous éclaire, et l'école, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle nous aide quand même à structurer son cerveau et à nous accompagner demain, quoi qu'on fasse. Qu'on soit bûcheron, boulanger, scientifique, chercheur ou autre, on en tire quand même toujours quelque chose. Donc indéniablement, on peut remercier l'enseignement pour ça. Exactement. Suite à tes études, tu fais quelques années de salariat. Comment ça se passe, ces premières années dans le monde du travail, entre guillemets ? Écoute, c'est assez drôle. J'avais Georges Mito, qui était mon prof à l'époque de qualité logicielle à l'ECAM. Et même si je ne devais pas être un bon élève, m'a proposé mon premier job. À l'époque, on faisait encore l'armée, désolé, c'était en 93, donc 93-96 à l'ECAM. Et donc, au-delà de faire mon armée, je gagne un mois grâce à Georges Mito. Et donc, qui me propose de rejoindre une entreprise qui s'appelle Sema Group, plus tard racheté par Atos, ici à Cesson-Sévigné. Et là, pendant 3 ans, avec André Renaud, qui était le patron de cette entité, et Georges Mito, qui en était le directeur technique, j'apprends à ce que c'est être un ingénieur logiciel. Je ne pense pas que je sois un bon codeur, mais en tout cas, on m'a appris à comprendre ce que c'était un projet logiciel,
depuis à l'époque l'ASPEC, le cycle en V ou W, les enjeux de recettes. Donc ces 3 années sont très formatrices, à la fois sur la compréhension d'un projet logiciel, ce qui est quand même très intéressant parce qu'aujourd'hui on parle de digital, enfin à la base cette technologie souvent comme logiciel, et aussi dans la structuration et d'avoir fait des formations de chef de projet. Et c'est vrai que même si quand on démarre une start-up, on démarre de zéro, je crois que c'est une chance. Moi je mettrais en tout cas dans les graines d'un entrepreneur le fait de passer par un grand groupe avec ses méthodes, méthodologies, ses process, même si leur déclinaison en start-up ne sont pas toujours faciles. Il n'empêche que là aussi, c'est comme ta question sur l'enseignement, ça met des méthodes, ça permet de structurer, ça permet d'avoir une vision quand même assez globale et silotée. Et donc ces 3 ans me font apprendre le logiciel et le métier de chef de projet, on disait à l'époque informatique, le logiciel. Et après, j'ai fait 2 ans dans une société qui s'appelle la Compagnie des Signaux, qui était à l'inverse un intégrateur réseau, donc rien à voir avec le logiciel, c'était vraiment la naissance du protocole IP. Donc c'était extraordinaire de passer du monde du logiciel, du développement, au monde de l'infrastructure et des télécoms et des réseaux intelligents. Donc c'est presque 6 années dans ce genre d'entreprise. C'est à la fois apprendre 2 univers, informatique et télécom, et c'est des méthodologies projets, puis bien évidemment des rencontres, et puis certainement des frustrations, parce qu'on a l'impression qu'on peut aller plus loin, parce peut-être qu'on est jeune, on est un peu fou, donc on a toujours des envies un peu plus loin que ce qu'on demande. Peut-être que voilà, cette accumulation de surprises, de frustrations, quelque part, donne envie un jour je ne sais pas si c'est le terme se lancer, en tout cas donner un sens différent. Et je crois que ce qui m'a peut-être plus frustré dans ma vie de collègue salarié, c'est peut-être l'absence de vision 360. Parce qu'en plus, comme on a fait un IAE, MAE, c'est quelque chose qui donne une vision marketing, une vision ressources humaines, une vision comptable, une vision financière. Et donc voilà, parfois dans une grande maison, c'est un peu plus difficile de bénéficier de cette vision 360. Et je crois que peut-être le premier élément de motivation de se lancer, sans connaître bien sûr le résultat, c'est certainement de se dire, tiens, c'est moi qui vais déposer les statuts, je vais discuter avec le banquier, je vais préparer l'assemblée générale avec le commissaire aux comptes, etc. Donc voilà, c'était, je crois qu'une curiosité et une envie de la connaissance de l'entreprise, plus que je dirais la raison d'être, ou le sujet même de l'entreprise. Et du coup, suite à cette expérience de salarié, tu te lances dans ta première aventure entrepreneuriale, qui est Niji, en 2001. Alors tu vas pas me refaire l'histoire de Niji, on a déjà fait un épisode avec Hugues il y a quelques années qui justement racontait cette histoire. Mais est-ce que tu peux me raconter quand même comment est-ce que tu te lances dans cette première aventure ? Déjà, on est collègues. Donc Niji, c'est Laurent Saint-Marc, Hugues Méli et moi-même. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même expérience. Hugues est plus vieux, faut pas le dire, mais c'est vrai. Mais plus sérieusement, Hugues est plus expérimenté. Donc il a certainement une vision plus large de celle de Laurent, qui était très business, et moi qui étais un jeune padawan de 29 ans. Quand on se lance quand même le fameux 12 septembre 2001, moi pour ma part, je démissionne d'abord, quand on a 29 ans, père de famille, et des dettes. On fait un prêt, on vide le pauvre livret qu'on avait et on se lance. Et le lendemain, c'est la fin du monde, puisque les Twin Towers, voilà. Donc avant tout, je crois que c'est une rencontre humaine. Je pense que l'expérience Niji sans Hugues ou sans Laurent ou sans moi, elle aurait certainement eu son existence, mais certainement pas la même histoire. 3 hommes différents, avec des envies différentes, avec des personnalités différentes, avec des vies sociales différentes. Je crois que c'est aussi, peut-être qu'on peut retenir dans des histoires d'entreprise, c'est aussi la diversité souvent qui en fait assez la richesse. Cette similitude finalement de profil, de même école, de même âge, etc. Bon, il y a plein d'exemples de succès. Moi, de ce que j'ai vécu avec Niji, de ce que je vis aujourd'hui avec Léo Kerr et Noureddine,
nos diversités, nos différences, nos origines sociales, notre univers sociétal différent, amène, je pense, une richesse au moment où on construit. Et dans les 15 ans de ma vie commune avec Hugues et Laurent, on a connu le 12 septembre 2001, on a connu d'arrêter des périodes d'essai en 2003, 2007, problématique la dette grecque et l'Europe en 2011-2012. Donc on a connu des moments qu'on va appeler difficiles. On n'a pas été toujours d'accord. C'est aussi l'intérêt d'être trois. Des fois aussi, il faut savoir mitiguer finalement des avis différents. Mais toujours, je pense, la même ambition. Et je crois aussi ça, c'est ce qui réunit certainement les femmes et les hommes qui se lancent dans un projet entrepreneurial. C'est quand même souvent de regarder devant. C'est la capacité à être adaptatif, à être flexible. Je regardais un podcast, je suis désolé, je ne me souviens plus le nom du sociologue, mais il disait que finalement la première qualité pour être heureux, c'est flexibilité, adaptabilité. Et je crois que ça doit aussi être vrai pour le patron d'entreprise. On a passé le Covid, on a créé nous une boîte le 11 septembre 2001. Et donc je pense que ceux qui continuent l'aventure, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des moments où on doute très fort, il y a des moments où on croit que c'est presque la fin. Et le fait de réagir, je dis souvent à mes collègues, j'essaye de leur développer, de leur conserver un sens animal, un sens très positif du terme. Voilà, et je crois que pendant ces 15 ans avec Niji, d'abord grâce à Niji, j'ai appris plein de secteurs d'activité. On a accompagné les télécoms, on a accompagné les médias, on a accompagné l'énergie, on a accompagné la banque, l'assurance. Et donc c'est juste extraordinaire de voir cette vague qu'on appelait convergence, qui est devenue la vague digitale, amener son lot de transformation, de disruption, on l'appelle comme on veut, digitalisation. Ça, c'est extraordinaire. Et puis peut-être ce que je retiens de manière très globale, on est des Français. Donc à chaque fois qu'il y a une disruption sectorielle, il y a toujours une révolution, une évolution réglementaire. En France, les télécoms, ouverture à la concurrence, c'est 98. L'évolution de la chaîne de valeur cinéma, où on met en ligne plus vite les contenus linéarisés après la mise en cinéma, c'est 2004. L'ouverture à la concurrence de l'énergie, c'est 2007. Voilà, donc on est français, on fait plein de lois, puis à un moment, on est un peu poussé par l'Europe, on essaye quand même de défendre le consommateur, et on refait des lois pour supprimer les précédents. Donc ça, à chaque fois, avec l'expérience Niji, on a vu que la réglementation déclenche finalement une opportunité pour le consommateur. Deuxièmement, il y a toujours un enjeu de comportement, d'usage. Quand il y a le triple play, on est au téléphone, d'un seul coup, on a un seul abonnement pour 3 services dans le même tuyau. Quand on regarde plus la télé à 20h, mais on est délinéarisé. Je me souviens très bien il y avait France Télévisions qui était quand même avec Arte, qui était quand même les leaders de l'époque. Voilà, donc il y a cet événement comportemental d'usage. Et puis, alors ça on le sait tous, mais tout ce qu'on a dans notre quotidien, dans notre mobile, que ce soit Uber, Tesla, tout ce qu'on veut, tout ça c'est quand même grâce aux technologies que l'on met au cœur finalement. Et donc cette synthèse Niji, au-delà de l'aventure humaine, au-delà du fait que j'ai appris bien sûr plein de choses, j'y ai fait des erreurs, je continuerai encore à faire des erreurs, j'essaie d'en faire moins. Mais c'est vrai que ces 3 fondamentaux qui disruptent un marché B2C, réglementaire, expérience et technologie, sont aussi un éclairage, clairement, dans l'expérience Léo Caire. Pour la suite. Ouais. Et puis l'autre point, quand on est une entreprise de service, une ESN, une entreprise B2B, je dirais qu'on alimente sa croissance de manière, on fait son auto-croissance, son autofinancement, par sa rentabilité, là où, suivant des modèles qui sont plutôt B2C, pour atteindre des pentes critiques, bien évidemment, c'est d'autres modèles. Donc c'est un moment critique au moment de la naissance, donc ça fait peur, quand le lendemain, tout le monde t'appelle en disant « mais pourquoi tu t'es lancé dans ça, t'as vu, c'est la fin du monde ». De toute façon, c'est trop tard, on a tout fait, on a fait des prêts, on a livré, on a eu des hauts, des bas, des moments magnifiques de satisfaction de contrat, c'est plusieurs centaines de personnes, c'est des créations d'emplois, donc forcément c'est tout ce qui donne
la vertu et la satisfaction d'être dans le rôle d'entrepreneur et surtout d'être plusieurs. Je crois que ce que je retiens aussi de l'expérience Niji et qui se reproduit avec Léo Caire, c'est que je crois que je ne saurais pas faire ça tout seul. Super. C'est un bon résumé de ton aventure. Elle dure 15 ans, ça s'arrête en 2016. Juin et 2016. Tu crées Léo Caire un an après, en 2017. Exactement. Comment se passe la transition entre Niji et Léo Caire? Alors c'est assez drôle, c'est que quand je préviens Hugues et Laurent 2 ans avant, hein, on en parle en juillet 2014, que j'ai envie de bouger, je ne suis pas pressé. Mais une frustration d'être souvent côté partenaire, prestataire, on l'appelle comme on veut, en tout cas d'accompagner les clients et finalement de ne pas aller au bout. C'est-à-dire qu'on te prend pour un périmètre et puis on te remercie, tu as fait ton boulot. Et voilà, donc moi quand je prépare ma sortie de Niji, j'ai envie d'être à l'époque, on disait CDO, Chief Digital Officer, et peut-être je ne me rendais pas compte, mais j'avais l'impression d'avoir la crédibilité entre les différentes aventures sectorielles avec Niji, d'avoir travaillé à la fois sur des modèles économiques, des enjeux d'expérience utilisateur, quand même une connaissance des technologies, que je pensais avoir une crédibilité pour rejoindre un grand groupe, pour l'accompagner dans sa transformation. Donc assez vite, d'abord, je vois que je ne suis pas un profil éligible à des grandes maisons. J'ai fait les CAM, j'ai pas fait HEC ou politique, etc. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a sa place autour d'une table d'un grand groupe. Donc là, c'est un premier refroidissement. Et le deuxième point, dans le rôle de CDO, c'était assez un rôle d'évangélisateur et pas du tout de doueur. Hein, et comme on dit en Bretagne, il y a les faisous et les disous. Et je considère moi plutôt être un homme de terrain et que je voyais bien que c'est pas raconter la belle histoire à un moment sans équipe, sans budget, sans objectif business. Ça correspondait pas à ce que je recherchais. Donc voilà, donc j'ai passé du temps à chercher. Je peux te raconter une blagounette. Pendant cette phase là où je cherche, folie des grandeurs, je me vois, il y a le poste de responsable entreprise ou innovation de la direction générale de l'entreprise, donc au niveau du ministère des Finances. Et puis voilà, une nuit, je me dis, tiens, vas-y Christophe, fais-toi plaisir, et j'y vais. Et je tartine mon CV qui est pas vendeur du tout, hein, j'imagine bien, mais ma vision du digital pour la France dans les 10 prochaines années. Donc j'écris ça, et puis j'envoie ma candidature à la direction des ressources humaines du ministère des Finances. Et puis une semaine, un mois se passe, bref. Et puis il se trouve que dans un événement digital à Paris, je tombe sur le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelle Emmanuel Macron. Et comme, j'avais par provoque, parce que c'est un peu mon genre, je suis respectueux, mais voilà. Et je lui dis, ça tombe bien, il paraît qu'on va être collègues bientôt. Alors, on me dit, comment ça, on va être collègues? J'ai dit, oui, j'ai posé ma candidature, je n'ai pas de réponse, mais voilà. Et ce qui était drôle, c'est que le lendemain matin à 8h30, et je peux montrer le mail, je peux l'attester, la service RH me répondait. Monsieur Langlois, malgré votre excellent profil, machin, nous ne donnerons pas suite à votre candidature. Mais donc voilà, donc ça m'avait cette expérience avec Emmanuel Macron. C'est une belle anecdote. Une anecdote où j'ai vu en tout cas cet homme qui croisait, même comme ministère des Finances, plein de personnes, qui était tout seul au moment où on échange, avait retenu dans sa to-do list qu'il fallait aller là au-dessus du process. Donc ça donne aussi, toute humilité gardée, en restant à sa place, je ne me permettrai jamais cette comparaison, ça serait très maladroit de ma part, mais de voir que finalement ce qui marque les gens avec lesquels on travaille, c'est l'engagement. Et c'est de respecter ces engagements. Donc ça aussi, ça fait partie des expériences entre Niji et Léo Caire qui ont été très, très intéressantes. Je travaille aussi avec Bertrand Bailly, qui est le patron d'une autre ESN, qui est Davidson, qui est une ESN de plusieurs milliers de personnes. À l'époque, ils étaient dans 7 pays. Donc là, c'était intéressant de voir que quelqu'un qui faisait un métier un peu comme Niji, alors Bertrand, on se connaît depuis très, très longtemps, mais voilà, c'était une autre façon de travailler, un autre métier, d'autres équipes. Donc moi, c'était hyper intéressant aussi de rebenchmarker la façon dont on avait fait Niji avec un autre regard, une autre entreprise. Ça aussi, c'était génial humainement. Et puis, au fur et à mesure des rencontres,
Quand en juillet, pendant l'été 2014, je dis à Hugues et à Laurent que voilà, je vais les laisser continuer l'aventure. Donc pendant ces 2 ans, il se trouve qu'ils m'ont demandé d'accélérer le business pour la banque et l'assurance. Et donc j'ai passé mon temps chez les Pacifica, les Maïf, je me souviens de Madame Oudéa qui s'occupait de digital chez AXA, Delphine Asseraf, une grande dame du digital qui était chez Allianz. Donc mon alliance mobile, c'est Niji qui l'avait fait. Hein. Donc je voyais quand même bien ce que c'était l'assurance, même si je n'ai aucune compétence. Voilà. Et donc, comme on dit, l'expression de fil en aiguille, entre le fait de ne pas pouvoir devenir CDO d'un grand groupe, je pense que sa nature personnelle, qui est quand même toujours d'avoir une vision 360 d'une problématique, d'un sujet, de se lancer. Il y a un homme très important dans tout ça, bien sûr, qui est Noureddine Bekrar, hein, que je connais depuis 2010, qui était le patron ici de la Digital Factory de Niji. Donc la complémentarité qu'on a avec, qu'elle soit humaine, de diversité. Je dis souvent, moi je parle, Noureddine bosse et fait le travail. Et donc je le dis avec humour, mais c'est aussi une complémentarité. Voilà, donc on se challenge. On est dans un moment où on sort des Google Glass, où on sort des lentilles qui permettaient d'avoir la glycémie, la fameuse montre connectée qui donnait le rythme cardiaque, etc. etc. Et donc, quand on réfléchit, quand on constate finalement que l'assurance est le dernier grand secteur B2C qui n'a pas mis la technologie au milieu de l'expérience client, et que nous, on a vu qu'il y avait le monde connecté qui explosait partout. À l'époque, on parlait des milliards d'objets connectés. Il y avait toutes les semaines, il y avait des nouvelles statistiques qui sortaient. Que finalement, grâce aux technologies, grâce aux équipements dont je viens de parler, on pouvait commencer à amener un peu de prévention dans la santé. Eh bien, le premier sujet dans lequel on se lance avec Noureddine, il est plutôt dans le domaine de la santé, en étant capable de regarder comment, grâce à ces équipements, on va pouvoir faire de la prévention. Hein. Et donc Léo Care démarre, rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais plutôt dans une volonté de faire de la prévention de santé, de travailler avec les mutuelles pour voir comment on peut mélanger prévention et protection. Là, on voit quand même que ça va être compliqué, parce que l'écosystème santé est très très complexe, je ne le maîtrise pas bien évidemment, mais enfin, il y a la CNAM d'un côté, il y a des labos de l'autre, il y a les labos cabinets médicaux, il y a tout un grand écosystème d'équipementiers électroniques, de General Electric, etc., qu'on détourne quand même pas facilement. Il y a des gros enjeux autour de la donnée, hein, qui est de la protection. Très complexe et très réglementé. Très réglementé, il y a des enjeux éthiques et tout derrière. On s'est dit, bon, c'est dommage parce qu'on voit bien ce qu'on peut faire, mais alors, à la retraite, on n'aura peut-être même pas eu le premier client. Hein. Et ce qu'on a appris aussi avec Noureddine, c'est quand même, je pense qu'on est très business, tous les deux, et que finalement, quand on crée quand on a une idée business, si on peut se permettre de donner un avis, un conseil, il y a quand même un point important qui est très vite de toucher le client, que ce soit un consommateur, une grande entreprise, et voilà. Et là, en cette situation, on ne va pas le toucher tout de suite. Et alors, on le touchera peut-être jamais ou de manière intermédiaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit, on fait fausse route. Quand on s'est dit ça, on a dit, mais alors, comment on peut... tu te rappelles que ce que je viens de dire, c'est qu'il y a évolution réglementaire, usage et technologie. Depuis le 1er janvier 2015, en France, la loi Hamon, elle permet à tous les Français qui ont un contrat d'assurance de biens, voiture, moto, habitation de plus d'1 an, de changer quand ils souhaitent. Très peu de gens le savent, mais enfin, il y a cette loi Hamon qui permet de changer un peu cette loi de portabilité télécom. Et donc on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette dynamique finalement qui est devant nous, et qui on peut servir, quel consommateur on peut servir. Et on s'est dit, ben, s'il y a quand même des gens qui souffrent un peu par l'assurance, ce sont les jeunes. Et donc là, on move Léo Care de la santé vers l'assurance auto pour les jeunes. Et là, on va faire notre travail de l'écosystème, et on voit que parce que les jeunes représentent un risque, hein, c'est une statistique, 50% des jeunes ont un accident au cours des 2 premières années. Alors, il y a accident et accident malheureusement très grave, et d'autres qui malheureusement changent la vie des gens victimes de ces accidents. C'est compliqué sur un terme de risque, sur un terme financier, et que si on n'a pas un portefeuille, si on n'a pas assez de data pour analyser le comportement, on ne va pas y arriver. Bon, on avait été loin. Voilà. Et donc, on a créé Léo Care en disant que finalement, qu'est-ce qu'attendent les gens ?
qu'on soit triple play où maintenant on a la box à la maison, qu'on soit dans le mobile où on met tout dedans, qu'on ait son contrat de santé ou pour ses yeux, son kiné, son médecin, tout est dans le même contrat, eh bien, on va simplifier ultimement l'expérience et on va faire que dans un seul contrat, on va mettre toutes les problématiques de biens de la maison. Alors la voiture, le scooter, la moto, l'habitation, le smartphone, voilà, tout ça dans un même endroit, en se souvenant ce qu'on a appris. La simplicité, de faire que au travers d'un smartphone, quel que soit mon besoin de prendre un contrat, de faire un devis, de le faire évaluer, tout est simple, automatique. La flexibilité, parce qu'on y reviendra quand on sort du confinement, quand on connaît l'inflation, quand le parc automobile va changer radicalement dans les 10 prochaines années, l'adaptabilité est un élément clé. Et puis le troisième point, qui est finalement la capacité aussi à amener de la compétitivité, d'amener du gain. Voilà, on ne fait pas un projet B2C sans amener une compétitivité, qu'elle soit de produits, de services et tarifaires. Donc voilà comment Léocare naît à la fois de deux hommes, Noureddine Bekrar et moi-même, par leur complémentarité. Le bilan d'années professionnelles, plutôt côté partenaire technologique, avec un regard sur le marché. Et puis appelons ça un tâtonnement, des test and learn, des MVP, Bien sûr. pour arriver à la promesse Léocare. Donc vous vous lancez dans un premier temps sur l'assurance auto dédiée aux jeunes. Et ensuite, l'idée, c'est de développer après Alors, plein on ne se d'autres lance pas dedans, parce qu'on peut, Pas dedans justement, on ne se lance pas dedans parce qu'on voit qu'on ne peut pas le faire. Ok. On ne peut pas faire le jeune directement et qu'il faut avoir d'abord une taille critique de portefeuille, donc de risque, de prime, pour pouvoir aller adresser les jeunes correctement. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la boucle est bouclée, pour avoir à la fois une entreprise comme Léocare, la valeur numéro 1, c'est la data. C'est de savoir quel est le profil de quelqu'un qui vient faire un devis à minuit par Facebook et qui a un Android et qui met 15 secondes de plus que la moyenne pour faire son devis. Voilà. Et sur lequel on est capable d'identifier sa compliance de son dossier et le fameux loss ratio qui est en gros, pour faire simple, son niveau d'accidentologie potentiel. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, parce qu'on n'a pas pu faire les jeunes et qu'on a d'abord migrer vers cette vision du contrat unique pour toute la famille. Ok, super intéressant. Comment ça fonctionne une assurance ? Alors, d'abord, ce qui est beau, c'est que la France est est le pays au monde où, par euro, je dirais, de ma souscription, je suis le mieux protégé. Je n'ai pas dit que c'était la moins chère, j'ai dit que c'est celle au monde, par son modèle collectif. On ne va pas refaire l'histoire, mais voilà, il y a un statut en France qui s'appelle Mutuelle 45, qui veut dire ce que ça veut dire, on comprend dans l'histoire française ce que ça veut dire. Et finalement, post-guerre, on a créé un modèle français qui est un modèle collectif, un modèle mutualiste, après qui a des assurances, des banques assureurs, il y a plein de modèles. Mais la force du modèle français, c'est sa mutualisation, justement, qui permet, par rapport au coût, d'être bien protégé. En Europe, la France est le seul à avoir ce qu'on appelle sa responsabilité civile, c'est-à-dire que le fait que je fais un accident sur ton véhicule, et donc c'est par ma responsabilité civile que je vais te protéger, puis après il y a le fait que je me protège, qui est illimité. Donc c'est quand même des éléments, on comprend des éléments de couverture très très forts. Donc une assurance, on va faire simple, c'est quoi ? C'est une capacité à définir, désolé de dire ça, un risque, que quelque chose vienne. Ces risques, comme les risques naturels qui sont de plus en plus compliqués parce que voilà, le climat change, etc. Nos comportements en voiture changent. Voilà, mais c'est la capacité à estimer à ce qu'un risque arrive sur une population déterminée et d'être capable d'identifier grosso modo ce que ça va coûter. Et donc de faire que les souscriptions de cette population soient capables de couvrir, bien évidemment, avec les coûts de gestion, la capacité à prendre en compte les risques et donc bien évidemment d'indemniser les gens qui en sont victimes. Voilà pour faire... Très clair. Aujourd'hui, Léocare, c'est une compagnie d'assurance qui est 100% en ligne. Alors aujourd'hui, Léocare, c'est au sens... Alors désolé de rentrer dans au sens réglementaire du terme. D'abord, si on veut juste donner une photo de l'entreprise, on a créé un groupe qui s'appelle InsurelyTech. Et comme son nom l'indique, Insure pour Insurance et Tech for Technology. Et donc ce groupe a été créé pour
structurer tous les assets technologiques pour faire une assurance de demain, pour faire qu'on soit capable, en temps réel, de servir les consommateurs. Donc toute l'équipe R&D notamment, qui est à quelques stations de métro d'ici, et donc dans Insure Litech, qui d'ailleurs est un statut de société de service, et qui détient 100% de l'EOCare, qui, pour répondre à la question, lui a un statut de courtier, donc il a la capacité à construire des produits, les distribuer sous sa marque et les gérer. Et l'EOCare travaille avec des partenaires pour porter le risque, donc le risque financier. Donc voilà, c'est important. Donc le statut de compagnie d'assurance n'est pas le statut de l'EOCare aujourd'hui. Ok, très clair. Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de l'EOCare en me donnant une ou deux phrases par année? Le challenge est important, tu vois, mais est-ce que tu peux me résumer ça, sachant que, évidemment, tu pourras détailler sur la période de la pandémie sur 2020, évidemment. Exactement. Incroyable et extraordinaire. 2017, je dirais l'année de la recherche, entre justement le fait d'être dans la santé, le fait d'être pour les jeunes, le fait de s'adresser aux consommateurs. Donc je dirais que 2017, c'est l'année des tentatives. Voilà. Test. 2018, je dirais le MVP validé, puisqu'on active notre premier client. On a ouvert de manière à 150. Je vous une parenthèse, l'EOCare, c'est quelque chose de très mutualiste dans l'âme. L'EOCare a été créé par 150 personnes. On a eu avec Noureddine, on a travaillé avec 150 personnes. Alors bien évidemment, des cousins, des collègues, des anciens copains, des voisins, tu vois ce que ça veut dire, pour justement poser des questions continuelles sur et alors votre assurance c'est comment, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, ils se partagent, etc. Et donc eux sont devenus clients à partir du 17 décembre 2017. Et donc pendant 6 mois, on a bossé avec eux en vase clos pour tout traiter, le devis, le contrat, l'assistance, l'indemnisation, etc. Et donc on a notre premier client officiel en juin 2018. Et donc pour répondre à ta question, juin 2018 est un MVP validé, puisque pendant tout 2018, les nouveaux clients, et on voit qu'il se passe quelque chose, puisqu'on a dépassé le statut du cousin, du voisin et du frère au statut de client en 2018. 2019, c'est le donner le sens au concept multiproduit. En 2019, on a l'auto, la maison, l'habitation, le 2 roues, le smartphone. Donc là, on rajoute une autre, je dirais, étape, un autre étage à notre fusée, l'EOCare, qui va vers ce contrat unique. 2018 est vraiment la mise en place de la technologie et ce MVP. 2019 est vraiment la validation de pouvoir, au travers du mobile, d'une expérience unique, amener tous les produits fondamentaux d'une famille. 2020. 2020, tu as le droit à plus de temps. Comment ça se passe et quel est l'impact, tu vois, de la pandémie sur votre business? Je suis obligé de le redire, je le redis, je le répète, mais on a une chance. C'est que face à 3 éléments durs, ce sont des accélérateurs de business pour l'EOCare. La pandémie est un changement radical de nos modes de vie. D'abord, tout le monde fait du télétravail. Ça semblait évident pour une catégorie d'entreprise, mais ça l'est aujourd'hui pour tout le monde. Et donc, je reste chez moi, plus qu'avant. Donc, ça veut dire qu'en termes de couverture, de risque, j'ai mon PC professionnel à la maison. Comme je suis présent, il y a moins de vandalisme, etc., etc. Je laisse ma voiture dans le garage. J'utilise moins souvent mon 2 roues, etc. Donc, la pandémie est un changement profond et radical dans nos modes de vie. Et donc forcément dans les biens qu'on utilise et qu'on les utilise différemment. Deuxième point pour cette sortie de pandémie, j'y reviendrai, l'inflation. Un foyer français, c'est à peu près 1 800 € par an le cumulé des assurances. Souvent, je prends un profil d'une famille, je dirais, périurbaine de Rennes, souvent 2 voitures pour pouvoir se déplacer, même quand il y a le métro, une habitation, 2 assurances scolaires, peut-être une smartphone et puis l'assurance de l'emprunt de la maison. Tout ça, ça couvre 1 800 €. Et donc, dans un moment où on voit qu'un plein maintenant coûte même pour une petite voiture 100 €, il y a ces 2 éléments, c'est comment on peut amener du pouvoir d'achat
dans un contexte comme celui-là d'inflation. Et les Eaucaire, c'est quand même redonné entre 400 et 450 euros par an quand même à une famille. Donc c'est en gros un demi-plein entre guillemets offert par les Eaucaire par mois. Et puis le troisième élément de tout ce qui se passe en ce moment, cette conséquence pandémique, et aussi cette conséquence environnementale, malheureusement cette guerre et cette conséquence sur l'énergie, et donc cette accélération je dirais irrémédiable vers le véhicule du tout électrique. On ne choisit plus Peugeot ou BM, on choisit 650 km d'autonomie, des services embarqués, la mise à jour logicielle, et là aussi une capacité à couvrir un autre besoin. Donc de tous ces grands faits mondiaux qui impactent nos modes de vie, nos choix, nos mobilités, et qui nécessitent aujourd'hui de reprioriser son budget, c'est autant de contraintes qui sont les réponses que les Eaucaire offrent aux consommateurs. Donc de ces trois moments durs, c'est un accélérateur considérable pour nous. Dans les petites histoires, au-delà de ces éléments très positifs pour nous, et c'est comme ça qu'en 4 ans, on passe de 0 à plus de 100 000 clients et faire presque 50 millions de primes d'assurance. On sort, on a fait le MVP, on démontre commercialement qu'on est viable, que notre croissance est viable, la fameuse LTV sur CAC, qui est en gros la valeur client divisée par son coût. On démontre qu'on est largement rentable. On est prêt à lever des fonds et on est tellement prêt qu'on est prêt à recevoir notre petite lettre, je crois, fin février. Et là, on est presque enthousiaste. Je ne vais pas dire qu'on met le champagne au frais parce que ce n'est pas du tout notre façon de faire. Mais voilà. Et au moment où on croit qu'entre guillemets, on va passer une nouvelle étape, c'est là où tout tombe. Et on reçoit de Londres un joli mail qui nous dit écoutez, désolé, mais vu ce qui va se passer, on va vous voir si vous êtes capable de sortir de la difficulté. Donc, c'est des gens qui on a rien fait après derrière, bien évidemment, et on s'en souviendra toujours. Mais en tout cas, voilà, c'est une. Mais d'autres ont vécu comme nous des épreuves, donc on n'est pas en train de pleurer. Mais en tout cas, c'est vraiment passer du chaud au froid en quelques jours dans une trajectoire qu'on avait construite et qui, bien évidemment, il faut avoir cette capacité. Là, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on soit heureux ou entrepreneur, la capacité de flexibilité et d'adaptabilité, elle est clé. Et donc pour nous, l'entrée dans le Covid, c'est une douche froide, bien évidemment, entre une série A et rien du tout. Mais de l'autre, la sortie, c'est un accélérateur incroyable de business où finalement les gens étaient chez eux. Une fois qu'ils ont fait la peinture, rangé les placards, fait le jardin, etc., on regarde un peu comment on met à jour nos papiers, etc. Et donc l'assurance est arrivée. Et là, d'un seul coup, on a été la réponse parce que on n'avait pas de problème de système d'information, là où les acteurs historiques ne savaient pas faire travailler toutes les équipes chez elles. Donc ça a été un gros pendant qu'eux s'adaptaient pour essayer de traiter. Nous, on était prêts, prêts à gérer, parce qu'on avait une compétitivité tarifaire et bien évidemment que les gens comparaient à même garantie avec une expérience digitale la compétitivité du prix. Et donc voilà, donc on sort, on croit rentrer douche chaude, douche froide, pendante pour les raisons financières. Mais en termes business, la sortie est extraordinaire. Et oui, les Eaucaire ne serait pas ce qu'il est. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais il faut être honnête. Non, mais t'es pas le seul, t'inquiète. Le Covid qui nous met sur le devant de la scène en étant capable de répondre à ça. C'est aussi cette période-là qui fait que les Eaucaire devient le premier assureur de Tesla. Je crois que c'est le 3e ou 4e habitant du territoire français qui reçoit la Tesla Model 3 et il choisit les Eaucaire comme assurance. Et il fait un film de 5 minutes devant Tesla, il doit dire, 15 fois les Eaucaire, alors qu'on ne lui a rien demandé. Petite pub gratuite. Et derrière, ça explose. Et comme c'est très communautaire, il faut être parrainé, il y a quelque chose de très fort. Et là, pareil, le côté digital aussi. Digital, donc c'est des gens qui choisissent une voiture pour la technologie qu'elle représente, pour les performances qu'elle a, pour ce qu'elle fait gagner en termes de coût au kilomètre. Je ne sais pas si ça va durer, mais ça, on le verra. Et donc, il y a une similitude totale entre ce profil finalement de conducteur, de propriétaire de véhicules et ce qu'offre les Eaucaire. Donc, on sort du Covid, une accélération business, une notoriété et une vraie réponse à un mouvement qui maintenant est inéluctable, qui est l'électrique et la technologie embarquée dans ces véhicules.
On dit souvent, dans le monde de l'automobile, on parle du UBA, donc du User Behavior Analytics, qui là aussi est quelque chose d'important. C'est d'être capable en temps réel de recevoir des informations d'un véhicule, analyser un comportement et pouvoir proposer des éléments, je dirais, comportementaux de prévention à un client. Donc on démontre qu'on a été présent dans le moment pire que le monde ait connu, en tout cas ce monde récent. C'est important. Ça montre qu'un modèle, même d'une start-up, est solide et répond au pire moment, ce qui donne quand même confiance, croissance, et démontre son adéquation finalement avec la société. Donc ensuite, sur 2021 et 2022, cette croissance continue. Cette croissance continue. 2021 est un pas important. Pendant le confinement, on reviendra, je pense, sur les gens importants en dehors de Noureddine, toute l'équipe Léo Caire, mais il y a beaucoup de gens très importants autour de Léo Caire. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais on rencontre notamment Didier Vallée, qui est l'ancien numéro 2 de la Société Générale. Et on apprend à se connaître pendant le confinement, en visio, etc. Donc un grand monsieur de la finance en France, qui est aussi, je pense, quelqu'un qui doit investir dans des dizaines et des dizaines de startups en France et en Europe. Et Didier et Hugues Lebray, qui est donc l'ancien directeur de Boursorama, un des fondateurs de Compte Nickel. Ils rejoignent en tant qu'investisseurs, puisque pendant le confinement, il a fallu faire comme tout le monde le sait, les fameux bridges, et donc trouver des gens qui croient en nous malgré la difficulté. Et donc Didier Vallée et Hugues Lebray deviennent administrateurs indépendants d'Insuralitech, et c'est avec eux qu'on prépare en 2021 la levée de fonds, donc notre fameuse série A. On le fait sans banque d'affaires, sans être accompagné, et on s'appuie finalement sur la notoriété de Didier et Hugues et sur leur carnet d'adresse. Soyons très clairs. Et donc, quand on fait cette série A qui est officielle le 13 janvier 2021, c'est la conséquence d'un modèle éprouvé, de technologie et d'une vision, clairement celle de Noureddine, sur les technologies et finalement les fondamentaux qu'on a mis en place pour être capable de répondre à cet aspect data et temps réel par rapport au comportement des consommateurs. Et puis, 3, de montrer qu'on est un modèle pérenne. Et donc, le modèle Léo Caire, quand on lève des fonds, c'est pas de l'argent pour vivre un peu plus longtemps et dépenser. Je pense qu'on est breton. Je suis un radin profond et j'en suis fier. Mais le marché français, c'est 35 milliards d'euros. La somme totale, c'est à peu près 20 milliards pour l'automobile, c'est 11 milliards pour l'habitation, un peu moins d'1 milliard pour la moto. Et donc, quand on est là, avec Noureddine, on est là pour construire le leader européen de l'assurance, d'Aneo Assurance, comme il y a eu la Néobank, comme il y a eu le Triple Play, comme il y a aujourd'hui des acteurs de l'automobile électrique. Et pour le faire, une fois qu'on a démontré qu'on répond à une problématique marché, qu'on a la technologie qui s'est fameux scaler, qu'on a su démontrer qu'on savait attirer les talents, pour scaler, c'est assez simple à expliquer. Quand un client coûte à peu près une année de revenus, même s'il est avec toi pendant 4 ans, il n'empêche qu'il te coûte à peu moins d'une année de revenus, et comme il paye mensuellement, il faut que tu le payes tout de suite et tu le couvres au bout de 12 mois. Et plus tu crois, plus bien sûr la différence entre le revenu que tu as et ce que tu couvres se crée. Donc la notion de lever des fonds n'est pas pour cacher un modèle non viable ou quoi que ce soit, c'est qu'une problème de trésorerie toute simple entre le coût d'un client et le délai avec lequel tu couvres parce que tu es dans le B2C et que tu ne peux pas dire à quelqu'un, s'il te plaît, fais-moi 2 ans d'avance d'assurance. D'abord, je ne sais même pas si ce serait légal. Voilà. Donc ça, c'est une première étape importante de la série A qui est finalement pour donner un nouvel élan de développement à Léo Caire, en choisissant 3 partenaires financiers. Et en les choisissant, le mot est très clair, désolé si ça ne fait pas humble, mais on les a choisis. On a choisi Daphni avec une super équipe qui nous accompagne, je devrais sans dire tous les jours, qui avait un vrai savoir-faire, en tout cas qui avait des track records dans le monde du B2C. Daphni, par exemple, doit être dans le premier tour de Back Market. Donc pour nous, c'est quand même, ça montre leur savoir-faire, leur flair et leur capacité à nous accompagner.
C'est aussi Ventec qui est reconnu justement dans ses investissements, tout ce qui est autour du logiciel et des technologies. Et c'est un investisseur anglo-saxon qui s'appelle Félix, qui est à Londres, qui lui est reconnu pour avoir investi dans beaucoup de marques B2C, dans tout ce qui impacte les modes de vie. Et donc on se lance avec 3 partenaires, parce que c'est pas des investisseurs avant tout. Certes, on avait besoin d'argent pour accroître, mais on avait surtout besoin de partenaires complémentaires pour grandir, pour passer un nouveau cap. Et cette même année 2021, contre toute attente du marché, quand on lève l'argent en série B, je crois qu'on n'a pas touché 1 euro de la série A. Je pense que nos comptes sont au Crédit Mutuel, Arkea, BNP, Société Générale, donc c'est facile de le vérifier. Mais voilà. Et donc quand on lève la B, on n'a pas besoin, puisqu'on n'a pas encore fait la A. Mais on voit bien que ça va très vite. Et que si on veut atteindre très vite 100 000, puis plusieurs centaines de milliers, sur un marché qui pèse 35 milliards, 20 milliards la voiture, bon, il y a des paliers, 100 millions, 200 millions, 500, 1 milliard, qui par rapport à la fois la taille du marché, par rapport aux existants, il y a aussi des éléments de taille. Et la taille répond aussi à des problématiques de data. Donc tout se retrouve entre plus je suis gros, plus je peux préparer la rentabilité plus vite, plus j'ai de data, plus j'ai un modèle disruptif, et donc je peux aller plus loin dans l'innovation auprès du client, et plus j'ai de notoriété, plus la viralité de ma marque, bien évidemment, par la confiance, fait que je capte des clients pour moins cher. Donc tout ça se tient. Et donc voilà, 2021 est aussi une année importante, puisqu'on fait notre série B. Et là, on fait rentrer 2 autres fonds avec 2 profils très différents. Un profil qui est Edo-Sophia. Je ne peux pas me permettre de donner les noms, mais il n'y a pas une grande fintech européenne qui n'a pas Edo-Sophia dans son tour de table. Donc Phil, en l'occurrence, qui est vraiment quelqu'un d'important et qu'on a choisi parce qu'il était autour de table. Intéressant, c'est des gens qui nous avaient fait no go en série A. Donc là aussi, petit conseil pour ceux qui veulent avoir un tips. Il n'y a pas de bonne, mauvaise période pour faire des levées de fonds. Moi, j'y connaissais rien, parce qu'avant, avec Hugues et Laurent... Oui, c'était pas le modèle. Fond, puisque c'était par notre croissance, notre profitabilité qu'on alimentait notre croissance. Mais que finalement, c'est une histoire. Et des gens qui veulent vous renifler, qui veulent vous comprendre, qui veulent savoir si vous êtes quelqu'un de confiance, si vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites, etc. etc. Voilà, donc en tout cas, Edo-Sophia. Et un autre qui est 8 Roads, qui là aussi avait fait no go en série A, et avec Lucille, des interactions tous les trimestres quand elle arrivait de Londres pour échanger, et ces éléments de confiance plus la confiance de nos partenaires du tour précédent ont fait que on a fait un tour sans qu'on en ait vraiment besoin en fin d'année dernière, et bien sûr on sait ô combien, je ne sais pas si on a eu cette chance, mais en tout cas qui nous donne beaucoup de confort, il faut être très clair dans la situation actuelle, pour continuer notre croissance et continuer à exécuter. 2022, là aussi, aujourd'hui, les Hawkers, c'est à peu près 4 nouveaux millions d'euros par mois de primes d'assurance. C'est à peu près le rythme dans lequel 4 millions. Donc ça, c'est aussi des paliers importants. Quand on a passé notre 100e millier de clients en 2022, ce qui permettait de dépasser plus de 40 millions d'euros de primes, en tout cas, c'est chiffres symboliques. Donc pour nous, 2022, c'est à la fois un symbole. C'est pas qu'un symbole qu'on donne une pérennité de l'entreprise, mais enfin voilà, c'est quand on convainc 100 000 foyers, voilà. Et puis c'est une continuité de croissance soutenue. Et puis c'est aussi une nouvelle étape où on bascule d'une entreprise à 2 fondateurs qui pilotent l'entreprise. On passe de 20 à 100 en 8 mois. Et avec aussi un COMEX, un comité de management. Et voilà. Donc là aussi, on passe une nouvelle étape dans la façon de faire grandir l'entreprise, dans la délégation finalement des fonctions d'acquisition marketing, financière, de ressources humaines, de delivery. Voilà. Donc ça aussi, pour 2022, c'est une nouvelle étape. Alors, souvent on parle de start-up, scale-up, bref, on va dire, pour moi c'est une PME, mais c'est aussi une étape importante pour démontrer que cette entreprise, elle ne tient pas que par ses fondateurs et une vision,
mais aussi dans la capacité d'attirer des talents, de les faire travailler ensemble et de faire que la croissance continue avec finalement cette consolidation, cette structuration du modèle et de son organisation. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Léocare ? 120. Et du coup, c'est quoi les objectifs futurs pour les prochains mois, les prochaines années ? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parmi les 4 valeurs de Léocare, la première, c'est rebelle pour attraper les étoiles. Rebelle parce que je pense qu'il faut toujours être un peu rebelle au sens positif du terme quand on disrupte un marché. Il faut sortir du cadre. C'est pas en restant dans le cadre qu'on atteint, je pense, une disruption. Et atteindre les étoiles, c'est-à-dire que chaque collègue, on a tous chacun une étoile. C'est un certificat qui est livré par une société danoise ou norvégienne, désolé, je ne m'en souviens plus. Et chacun donne son nom. Et donc sur mon PC, si je l'ouvre et que je vous le montre, j'ai une étoile sur mon PC et elle écrit 1 billion premium. Donc moi, tous les jours, quand je joue mon PC, c'est marqué 1 milliard de primes. Donc voilà, donc ça c'est très clair pour nous. Donc on a à la fois un enjeu de continuer notre croissance, à la fois de continuer une croissance avec un modèle profitable, parce que c'est ça qui amène la pérennité d'une entreprise. Il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Toujours pareil, plus d'innovation, plus de services. Cette année, avec un partenaire, par exemple, dans le parcours client, 7% des accidents en France, mortels, sont dus à un sujet défectueux des pneus. Et donc, pour cet été, on a intégré dans le parcours client le fait de pouvoir évaluer, avec un partenaire, l'usure d'un pneu. Voilà. Et donc, il y a des enjeux d'innovation qui sont à la fois des enjeux de prévention et de protection, de pouvoir amener une couverture unique pour ma voiture électrique et mon vélo électrique. Donc, l'enjeu d'innovation est un point très important. Et puis le troisième point, c'est cet aspect de notoriété. On voit que notre notoriété assistée est aujourd'hui à plus de 27%. Notre notoriété spontanée a été multipliée par 3 presque en un an. Donc voilà, donc il y a ce travail autour de la marque pour faire partie du quotidien des Français. Et on peut se souhaiter d'être aussi connu que le style français, que Back Market. Voilà, donc c'est à la fois l'entreprise, c'est à la fois une pérennité, c'est important, création d'emplois. On a eu pour la 2e année notre label de Made in France remis par notamment Bruno Le Maire le jeudi dernier. Ça aussi, on construit une entreprise européenne. Je crois qu'il y a 17 nationalités au sein de Léocare. Je termine notre réunion avec notre patron Espagne juste avant d'être ensemble. Donc on a la fierté d'être européen, il n'y a aucune ambiguïté. Mais enfin, on est aussi fiers de faire du Made in France, que ce soit le service client qui là aussi est à quelques stations de métro d'ici en France, à Cesson-Sévigné, que ce soit les écoles de recherche ici, que ce soit les instituts de recherche aussi en Bretagne. Donc on a à cœur faire de la croissance et aussi avoir notre contribution à créer de la valeur, de l'emploi, de la proximité et aussi l'impact environnemental pour tout un chacun. On peut pas être une marque B2C et être en dehors des enjeux Bien sûr. Du quotidien des Français. Alors c'est une transition parfaite pour la partie sur l'écosystème et le territoire, avec quelques petites questions pour toi. La première, c'est quels sont les avantages d'être à Rennes pour innover pour une start-up ? Ma vieille barbe dit que j'ai 50 ans. Ça va faire rire, mais bien sûr, comme tout le monde, ceux de mon âge, j'ai connu le Minitel. On a connu aussi le X25 avec Transpac, Lannion, etc. On a connu l'IP. On sait que Orange, France Télécom à l'époque est quand même, faut le dire clairement, grâce à Orange, France Télécom, Rennes a toujours été un berceau d'innovation. On a vu arriver des gens comme SFR à une époque. On voit aujourd'hui tout l'enjeu cyber que développe notamment le pôle compétitivité et puis Daniel Gergès à la tête de la French Tech, qui est un père spirituel pour tout le monde idéal. Donc voilà, pourquoi c'est l'innovation ? Parce que c'est une histoire qui a su se renouveler avec des gens qui ont eu à cœur de valoriser finalement leur passé et quelque part pour transmettre des technos, transmettre des modèles, s'ouvrir. Donc pour moi, Rennes, c'est le berceau idéal des technologies,
tout en voyant des entreprises comme Niji, je pense à nos voisins d'MV Group, enfin voilà, qui s'appuient finalement sur ce creuset et qui est pas né il y a quelques années. Hein, c'est la conséquence de plusieurs conséquences. C'est l'opportunité de dizaines d'années derrière, à la fois dans les technos, dans l'écosystème des entreprises. Certaines n'existent plus, d'autres ont été rachetées. Je me souviens, certaines brillantissimes ont été rachetées par Google il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc c'est le poids de l'histoire, la dynamique des entrepreneurs, de l'écosystème, et puis d'avoir quand même un creuset de recherche, d'école. Voilà, tout ça réuni permet d'être, je pense, dans les meilleurs centres européens pour ça. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter reliée à la ville et à ton business ? Ça, c'est plutôt négatif, mais je pense que c'est aussi ça qui... Dire des choses positives, je pense que voilà, en tant que Breton, Rennais, créant de l'emploi à Rennes, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Quand on est une marque B2C et qu'on s'installe à Rennes, c'est pas facile. Parce qu'une marque B2C, il faut comprendre ce que c'est négocier avec Google, mais en volume, voilà. Comprendre ce que c'est du offline, comment on fait une campagne télé, comment on la construit, comment on négocie, pourquoi on fait plus ce type d'AM6 que sur la TNT, etc., etc. Donc, une anecdote, c'est qu'on est pro-breton, je le suis fier, et pour autant, je dirais, on est déjà présent à Paris, on est en train d'être présent à Madrid. Et quand on veut faire du B2C et qu'on veut s'entourer, je dirais, des gens les plus expérimentés dans la façon dont on accompagne une marque B2C, on s'ouvre largement en dehors du territoire parce qu'il faut aller chercher aussi là, les compétences où elles sont. Et donc, tous les hawkers, son ADN est 100% rennais, mais sa croissance et le développement de la marque B2C a été développé en dehors de Rennes. Donc, si j'ai peut-être un espoir ou une envie humble, c'est peut-être qu'en faisant les hawkers une marque B2C, donner aussi envie à d'autres de dire qu'à Rennes, en Bretagne, on peut aussi créer une marque B2C from scratch pour essayer de développer des compétences un peu particulières sur le sujet d'un branding grand public. Ma troisième question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi Rennes pour t'installer ? Ça, c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Né le 9 juin 1972 à Rennes. À l'ECAM pendant l'école d'ingénieur. Alors, je dis souvent que je pense que je suis un modèle pur breton et je suis peut-être le moins breton parce que je ne travaille jamais à Rennes. Les époques Niji, je pense que je n'y passais à peine une journée par semaine. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'EOCare, on développe, on crée de l'emploi dans la R&D, on recrute dans le service client, on recrute des gens compétents dans l'indemnisation. Et pourtant, je ne connais pas l'écosystème rennais. Hein. Donc, on peut être pleinement engagé, l'accompagner, recruter, créer de la valeur. Donc, je pense que je suis un produit 100% breton et pour ça qu'on est à Rennes. Et à l'inverse, je crois que je suis un des moins intégrés de l'écosystème. Très clair. Et pour finir, est-ce que tu peux me donner 2 adjectifs pour qualifier l'écosystème local, même si tu le connais moins, du coup? Je pense que ouverture et humilité. Ouverture parce que je crois que personne ne m'a jamais fermé sa porte quand j'ai voulu poser des questions. J'ai beau avoir 50 ans, je fais des bêtises, je vais encore en faire, et j'ai besoin, à des étapes importantes, avec Noureddine, on a besoin de profiter de retours d'expérience. Et donc l'ouverture, c'est la capacité à dire, tiens, un tel, peux-tu me donner 5 minutes, 10 minutes, parce que voilà, je suis confronté à ça, je sais que tu l'as fait, est-ce que tu peux me donner ton avis? Ouverture indéniable, il y a vraiment... c'est un bonheur de se dire que face à un problème, on aura toujours quelqu'un qui acceptera de partager son retour d'expérience. Dans les personnes importantes de l'EOCare, il y a Jacques Verlingue, qui est une famille connue en France du monde de l'assurance et du courtage. Et Jacques est quelqu'un qui a été dès le début à la fois actionnaire et supportif de l'EOCare et qui a toujours donné de son temps, ouvert son agenda, partagé ses expériences internationales, etc., etc. Donc ça, voilà, pour moi, c'est l'ouverture indéniable. Et l'humilité, parce que il y a plein de succès extraordinaires quand on pense au fameux club des 30 bretons, des belles marques mondiales, des chiffres d'affaires incroyables, et des gens quand même qui restent humbles. Et je crois que ça aussi, c'est une caractéristique que j'apprécie énormément. C'est que même face au succès,
la même je dirais, accessibilité, pas besoin de se la raconter comme on dit des fois vulgairement. Voilà, je pense que c'est deux choses qui me semblent résumer le monde dans lequel on travaille à Rennes et en Bretagne: l'ouverture, la disponibilité, l'accessibilité et l'humilité, parce qu'on sait qu'aussi que la vie est faite de haut et de bas. Bien sûr. Et voilà, quand on est en haut, il faut avoir l'humilité de penser qu'il y aura des bas. Exactement. Alors, il me reste 2 petites parties. Une première, bilan, avec 2 petites questions. Et ensuite, une petite partie avec des petites questions rapides. Sur la partie bilan, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure entrepreneuriale, Léo Kerr? Le moment vraiment le plus difficile pour toi? Je crois que le plus difficile, c'est quand on est juste avant le Covid. On construit avec Noureddine, on prépare l'étape d'une croissance finalement assez importante pour nous, que ce soit en termes de préparation d'acquisition client, que ce soit en termes de R&D, donc de recrutement. Enfin, voilà, on met tout en œuvre pour grossir. Voilà. Donc, bien sûr, on anticipe des recrutements, etc., etc. On anticipe plein de choses. Là où on croit qu'on est prêt, pouf, les portes se ferment, plus d'argent, et là, il faut à la fois se repenser, retrouver des partenaires, etc. Donc ça, c'est... pour l'avoir vécu plusieurs fois dans l'expérience précédente avec Hugues et Laurent, on a connu des moments très difficiles, on a connu la fin de période d'essai, etc. Donc peu ou prou, c'est très dur psychologiquement, mais on n'est pas abattu, sincèrement. Donc dur parce qu'on voit tout beau et on se prépare pour... voilà, on va aller danser, on s'est mis beau, etc. Et là, il pleut et on est sous l'eau et on n'entend pas la musique. Oui, tu avais déjà des expériences de gestion de crise, donc voilà. Finalement, c'était une nouvelle, ouais. mais... Donc ça, c'est compliqué. De temps en temps, d'être vieux, ça sert. Et d'avoir connu ces moments-là, voilà, on a du recul, un peu comme le chat, quoi. Il faut savoir retomber sur ses pattes. Donc d'un moment très dur, voilà, on en fait une force. Et pour les mêmes raisons que quand on fait notre série A, notre série B, mes collègues nous ont souvent reproché de ne pas les amener tous dans l'avion, partir je sais pas quoi à Marrakech ou je ne sais quoi, ou d'acheter des écrans plus grands ou non. On considère que y a les 8e de finale, il y a les quarts de finale, voilà, et donc on est étape par étape. Voilà, on n'est pas encore en finale, très loin de là, et on n'a pas levé le milliard. Donc tant qu'on n'est pas là, il faut se satisfaire des petits combats, mais voilà. Donc c'est un peu rester humble dans toutes circonstances, et l'expérience sert surtout dans les moments les plus difficiles. Et l'autre question bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Je crois que j'adore aider et voir grandir. Et je ne peux pas tous les citer là, mais ce dont je suis le plus fier, je crois que c'est de voir mes collègues qui prennent des responsabilités, sans se rendre compte, prennent de l'autonomie, prennent des décisions importantes pour l'entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'émeut, et ils ne se rendent pas compte, bien évidemment, parce que je fais pas l'empathie, on peut pas toujours la démontrer comme ça, mais c'est vraiment, je pense que ça, c'est émotionnellement super intense de voir des gens qu'on a recrutés, qui avaient des bouts, qui ont très bien fait ce qu'ils faisaient à la taille de l'entreprise, et qu'on accompagne, et qui sent qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, et ils grandissent, ils font grandir l'entreprise, ils font grandir des gens derrière eux, et ça, je crois que j'adore. Je kiffe, comme on dit. Super, on va pouvoir passer à la dernière partie avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre, évidemment. Je te laisse le temps de réflexion. Pas de questions pièges. Jamais de questions pièges. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? Dans le monde professionnel, je dirais Learning to Scale, c'est de Régis Medina. Très intéressant, un bouquin en 2 parties. Ça se lit hyper vite, je crois qu'il y a 100 pages. Il y a la moitié du book, c'est en gros toutes les situations d'entreprise où quand tu le lis, tu dis ah oui, tu t'identifies dans le contexte. Et l'autre partie qui te dit finalement, grâce au Lean, comment tu réponds, comment tu structures. Et on était même au-delà du livre, puisqu'on a fait intervenir Régis et son équipe pour toute l'entreprise. Et voilà, sincèrement, ça se lit vite. Et quand on est dans une start-up où on pense scale-up et qu'on s'interroge sur ses méthodologies, top. Super, je note la reco. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Écoute, sur Netflix, j'aime bien regarder un peu toujours ces grandes histoires de grands hommes. Là. Alors on a l'impression que parce que je m'identifie, donc ça serait mal me connaître. Mais j'ai revu celle de Carlos Ghosn là, sur Netflix. Il y en a plein d'autres que l'on peut suivre. Et faut rester à sa place, bien évidemment, mais modestement, tu apprends toujours des choses. Et c'est assez comme la série sur Uber, alors avec ses points positifs et ses points négatifs. J'ai vu celle de WeWork aussi, sur WeCrashed, vraiment cool. Donc voilà, donc tout ça, je trouve qu'il y a quand même un côté inspirant. Alors il faut savoir, comme toujours, il faut savoir tamiser et bien sûr. savoir garder. Mais voilà, c'est ça que je trouve, en tout cas, dans mon contexte, qui par moment donne un regard qu'on peut s'auto-approprier et se l'appliquer. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ? Est-ce que finalement, tu es heureux d'avoir fait tout ça ? Je te la pose, cette question. Merci pour la passe D. C'est tellement génial finalement de faire que chaque jour, on ne va pas au travail, que chaque jour, on sait qu'on va rencontrer des gens nouveaux, qu'on va être confronté à des difficultés, etc. Mais moi, j'ai une chance incroyable, c'est que les autres me nourrissent tous les jours. Et ça, c'est génial. Donc, je devrais être puni tellement j'ai de la chance, mais ça, c'est vrai que... Et je trouve que ça, c'est ce qu'il faut profiter, je pense, dans ce métier entrepreneur. C'est sympa, on dit souvent, ce qui est joli, c'est quand ça monte. Même quand la dérivée, elle monte, il y a des up and down. Toujours. Donc des fois, on est tout seul. Il faut savoir surtout ne pas montrer les difficultés aux autres parce qu'eux, ils ne sont pas là pour recevoir la pression des difficultés de trésorerie, d'un contrat. Bref, on est confronté à plein de choses dans cette vie. Mais au-delà de savoir garder pour soi, c'est dur, des moments très durs. Les autres vous nourrissent. Et donc, je crois que chaque entrepreneur a une chance incroyable. Et je crois que ce qu'il faut être capable de faire encore plus, c'est que cette hygiène de vie, c'est moche, mais c'est de s'enrichir des autres et d'essayer c'est essayer de redonner et de donner l'envie aux gens avec lesquels on travaille, d'avoir cette envie de s'ouvrir. C'est vrai que souvent, quand on est chef d'entreprise, on a la chance assez vite d'échanger avec ses pairs. Ça se fait assez facilement. On n'est pas forcément dans le même secteur et c'est facile. Et je me rends compte que si on peut donner quelque chose de bien à ses collègues, c'est leur donner cette envie aussi de toujours réfléchir. Et qu'on soit en train de choisir une banque, qu'on soit en train de choisir un logiciel, qu'on soit en train de choisir un partenaire, rien n'interdit d'aller consulter 5, 6, 7, 10 homologues. Ils n'ont pas besoin d'être à Rennes, ils peuvent être à Marseille, ils peuvent être à Stockholm, ça ne change rien. Voilà. Donc je pense que ça, c'est extraordinaire. Et quand on arrive à le transmettre aux autres et qu'eux se l'appliquent, tout le monde se nourrit et ça fait grandir tout le monde et donc forcément ça sert la boîte. Et ma dernière question pour cet échange, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Compliqué, hein. Je crois que bien sûr chacun a sa réponse. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est quelqu'un qui met son énergie au service d'une cause et dans lequel il a envie que les autres le suivent. Voilà. Et dans le cas de Léo Caire, la cause, c'est vraiment de faire que la France soit un des pays européens qui aura su faire sa mutation dans l'assurance. Et c'est obligatoire. Donc, ça représente aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Il va falloir savoir transformer tout le marché. Sinon, on fera des histoires de la GAFAM et on pleurera. On se rappellera de Thomson, d'Alcatel, etc. C'est quand même à ça qu'on est confronté. Donc voilà, c'est d'essayer de partager, je pense, un entrepreneur. Et c'est toujours de partager une vision. Et souvent, l'entrepreneur répète tout le temps la même chose 10 fois par jour. Voilà. Et de se dire, j'embarque des gens avec moi dans cette vision, dans cette envie. Et bien sûr, un succès, c'est quand même mieux qu'un échec. Mais je crois que vraiment, la satisfaction, c'est être habité. Je pense que tu es un peu habité, un peu fou, je pense, pour un entrepreneur. D'embarquer du monde parce qu'on ne réussit jamais tout seul. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas faire tout seul. Et peut-être un moment, je ne sais pas si un entrepreneur se retourne
Je crois pas. Ça veut pas dire qu'on est frustré continuellement de la vie, mais je crois pas qu'on se retourne. Et je pense que même si tu me disais les hawkers, comment c'est reconnu, apprécié, très honnêtement, je sais pas te dire. Je sais te dire mon taux de transfo, je sais te dire mes clients, mon chiffre d'affaires, etc. Est-ce que c'est un succès? Non, parce qu'on n'est pas là où voilà, il y a encore plein d'étapes devant nous. Donc je crois que l'entrepreneur ne se retourne jamais. C'est aussi ce qui fait que même dans le moment les plus difficiles, de toute façon, c'est devant que ça se passe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de rétroviseur, mais qui a un viseur. Qui a la tête dans le guidon. Pas trop non plus, quand même. Trop non plus. Ouais, pas trop non plus. C'est important quand même parfois de voir ce qui a été fait. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi regarder devant, regarder derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aident à regarder derrière. Souvent les gens qui sont autour de toi. Bien sûr, c'est important. Regarde autour de toi et de ce qui se passe. Voilà, et c'est souvent eux qui t'alimentent voilà, par rapport à ça, là où tu veux toujours finalement cranter pour gagner la coupe. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci Christophe pour cet échange, j'espère que ça t'a plu. C'est génial. Moi ça m'a plu en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette petite heure ensemble. Un grand merci au Pool pour cette série. On mettra tous les liens en description de les hawkers pour les gens qui veulent en savoir plus, tout simplement. Et sur LinkedIn, j'essaie d'être toujours disponible, donc quand on me pose une question, je dis pas que je suis très réactif. Mon mail c'est christophe@leshawkers.fr, donc quand je peux aider. Eh ben écoute, super, on mettra tout ça en description. Et on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Merci. Salut Christophe. Ciao, salut François.